Je tourne beaucoup sur le cancer du pancréas parce que c'est sûr que les cancers hépatobiliaires, c'est sûr qu'on peut se promener le foie, le pancréas, les voies biliaires, la vésicule, il y a beaucoup de choses. Là. Mais ce qui regroupe beaucoup, qui est assez représentatif autant de la pathologie, des investigations, de toutes les méthodes de palliation, c'est beaucoup le cancer du pancréas. C'est beaucoup de la clientèle qu'on va référer dans des milieux comme ici. Parce que malheureusement, beaucoup de nos patients qui ont un cancer du pancréas savent aussi de quoi ils vont décéder parce que malheureusement, c'est des mauvaises maladies, puis on n'est pas toujours très, très bon dans nos résultats. On essaye d'aider, mais on a des résultats variables. Je ne sais pas s'il y en a qui parlent des fois avec les gens un petit peu à Saint-Luc. Sur la photo, on est 5 joueurs. En fait, on est actuellement 6 chirurgiens à l'hôpital Saint-Luc. Dr. Letourneau, on va me passer, Dr. Place, la dame, Michel Dagenet, Réal Lapointe, puis un des collègues, un nouveau venu qui s'appelle Vandenbroek, qui est un Français. Donc, on est 6 chirurgiens à ne faire exclusivement que la chirurgie du foie et du pancréas, ce qui fait qu'on a un volume d'activité qui n'est pas négligeable. On a toujours une cinquantaine, soixantaine de patients hospitalisés à l'hôpital. En termes de volume, cancer du pancréas, de Whipple, de la chirurgie, je vais parler tantôt, on en fait à peu près 100 à 150 par année, ça dépend des années, donc on a quand même un bon volume d'activité. En volume d'activité de palliation, Dr. Letourneau est oncologue, donc c'est lui qui fait notre chimio, c'est lui qui fait la chimio palliative des cancers du pancréas, donc il envoie un volume astronomique. Moi, je fais l'endoscopie rétrograde aussi, donc toutes les prothèses que vous pouvez voir dans nos patients qui viennent ici. On a un volume de référence qui est de la province, j'en fais au-dessus de 1000 par année, donc c'est sûr que ça donne du volume. Donc, c'est sûr qu'on est exposé à un gros volume de ces patients-là. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, parler de l'investigation, les traitements quand on veut être curatif, donc la chirurgie évidemment principalement, mais parler aussi des traitements médicaux, de la chimiothérapie. Puis manifestement, on n'a pas le choix d'aller dans le côté de la palliation parce que la plupart de nos patients vont éventuellement récidiver même s'ils sont opérés et vont finir avec des soins palliatifs éventuellement. Je couvre à peu près tout, mais s'il y a des questions sur une diapo, c'est plus facile de la poser pendant que je suis dessus. Donc, n'hésitez pas, ça ne me dérange vraiment pas de me faire couper quand je présente. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, allez-y, ça me fait plaisir. Donc, c'est sûr, le cancer du pancréas, on a un bon volume annuellement. En fait, nous, on en voit tous les jours. On dit souvent qu'un omnipraticien dans un bureau en verra peut-être pas de sa pratique ou un ou deux. Dans une clinique standard, on peut facilement avoir une dizaine de suivis ou de nouveaux cas. Donc, pour nous, c'est vraiment là, du quotidien. Si on regarde 9 à 10 cas par 100 000 personnes, au Québec, en 2000, environ 800, donc presque 900 nouveaux cas annuellement pour le Québec. Donc, c'est beaucoup. Aux États-Unis, on parle de 42 000 patients par année. Puis c'est 42 000 patients qui vont probablement décéder dans l'année ou l'année et demie suivante. Donc, c'est sûr que c'est des patients qui deviennent rapidement très lourds. Dans le point de vue des cancers du tube digestif, c'est la deuxième cause après le cancer de l'intestin. Donc, c'est sûr que c'est une grosse incidence. Puis, globalement, mortalité par cancer, on parle de quatrième cause. Donc, tout dépendant quelle étude qu'on lit, quelle population, quelle année, c'est quatrième, cinquième, mais ça demeure dans ces eaux-là. On voit que l'incidence a augmenté graduellement au cours des années. Depuis peut-être 1970 environ, on dirait qu'il y a un certain plafonnement, là, puis que c'est assez fixe. Oui. On est plusieurs médecins, on avait l'impression que ça avait augmenté l'incidence, ou c'est parce qu'ils sont plus jeunes, il me semble? On en voit des très jeunes. C'est sûr que quand on regarde la littérature, ils vont dire que c'est relativement stable. Nous, on voit des gens de plus en plus jeunes. Le plus jeune que j'ai eu à date, c'est 18 ans. Donc, on voit là, vraiment de toutes sortes de choses. C'est sûr qu'ils sont référés de partout, donc on est biaisé un petit peu, là. Mais dans la quarantaine, on en voit régulier. Oui, ça, je pense que... Juste reprendre les questions, parce que dans le fond, je pense qu'ils n'entendent pas beaucoup les questions. OK. Peut-être les reprendre plus fort pour que tout le monde en bénéficie. Vous m'entendez, dans le fond, oui? Oui. Moi, j'essaie de... Pas tellement? OK, je vais aller plus fort. Donc, si on regarde un petit peu, quand on parle des faits, c'est quoi la situation? Bien, il reste que le cancer du pancréas, la seule option de cure, de traitement pour sauver ces patients-là, c'est la chirurgie. Par contre, il y a beaucoup plus d'appelés que d'élus.
On parle globalement qu'environ 15 à 20 seulement de tous les patients qui ont un cancer du pancréas vont être amenés en salle d'opération. Donc, c'est sûr que la majorité du temps, quand on a un nouveau patient en clinique externe avec un diagnostic de cancer du pancréas, on sait qu'on embarque dans une discussion de non-résection, de palliation, de traitement alternatif. Et la discussion de la chirurgie est beaucoup moins fréquente. Et il faut réaliser qu'il y a bon nombre de patients qu'on amène en salle d'opération, mais qu'on ne fera pas la chirurgie parce qu'on a beau avoir la machinerie qu'on a, on a beau avoir les bilans qu'on a. Il y a bon nombre de patients qui, rendus en salle d'opération, on va trouver des métastases hépatiques, de la carcinomatose, des envahissements vasculaires. Donc, quand on regarde les chiffres, là, tout dépendant de la qualité de l'investigation, ça peut aller maximum 50 à 60 des cancers du pancréas amenés en salle d'opération qu'on va réséquer. Donc, on parle là, avec presque un pile ou face. Donc, les patients sont toujours découragés parce que initialement, ils ont le diagnostic, après ça, on évalue ça, puis on s'en va en salle d'opération en leur disant que c'est pile ou face, puis qu'il y a des autres possibilités qu'on sorte de là sans avoir fait la résection. Donc, c'est sûr, c'est souvent décourageant. Les résultats ne sont pas fantastiques. On parle 25 de survie à 5 ans, puis ça, c'est dans les bons candidats. C'est-à-dire les petites lésions, moins de 2 cm, ganglions négatifs, marge négative. On en a 1 ou 2 par année comme ça. Donc, c'est exceptionnel. Puis, si je regarde sur le groupe des chirurgiens, on a chacun assez d'une main pour compter nos patients qui ont dépassé les 5-6 ans. Puis, on a un de temps en temps dans les 8-9 ans. Et c'est vraiment l'exception. Les patients comme ça qui sont amenés de la chirurgie et qui, a posteriori, on se rend compte qu'ils ont des bonnes survies, est-ce qu'initialement, au diagnostic, c'est découvert tout de suite, puis c'est des gens qui sont présentés avec des douleurs? La majorité des patients qui vont être évalués, puis chez qui on va diagnostiquer un cancer du pancréas, ils se présentent pour ictère, donc ils ont déjà un certain volume tumoral. Les découvertes fortuites, on en a de temps en temps. Ces découvertes-là, des fois, c'est le patient qui va se présenter avec une pancréatite aiguë, puis là, il passe des examens, ou va passer une écho-endoscopie, puis là, on l'attrape, c'est tout petit. Ça, ceux-là sont assez bons. D'autres diagnostics, c'est où on opérait pour une autre raison. Exemple, j'ai opéré un patient pancréas divisum, pancréatite chronique, puis j'ai trouvé un cancer qui mesurait 6 mm. Bon, c'est sûr, ça fait 6-7 ans, puis elle est sûrement guérie. Puis elle est chanceuse parce qu'elle est chirurgienne, puis elle fait des soins palliatifs. Donc, elle fait une bonne combinaison, mais ça va bien. Alors, c'est certain que la majorité des patients, on part perdant. Puis les plus chanceux, en fait, c'est ceux que la lésion est petite, mais tout près du cholédoque et que l'ictère est arrivé précocement. Mais des découvertes par hasard, au scan, un cancer de moins de 2 cm, ils vont le manquer. La majorité du temps, donc ça prend une écho-endoscopie, puis on n'a pas besoin d'une écho-endoscopie comme ça de dépistage, donc c'est rare. Si on regarde la survie à 5 ans, ganglion positif, on vient de baisser à 10 Donc, c'est sûr que sur le volume de patients qu'on voit, le volume qu'on amène en salle d'op, le volume qu'on résèque, au bout de 5 ans, là, ça fait un petit groupe de patients qui est très diminué. De plus en plus, on va pousser pour les traitements adjuvants. On sait qu'avec les études, avec la chimio adjuvante, donc après la chirurgie, on améliore nos survies. On parle de 45 versus 30 donc 45 avec les traitements versus 30 s'il n'y a pas de traitement. Mais on parle de 3 ans à ce moment-là. Donc, si on regarde au moment où on voit un patient, on l'évalue, puis on fait le diagnostic, déjà, on part avec des maladies qui sont avancées. Donc, 7 des patients ont une maladie localisée, qui est un petit peu le patient qu'on discute. 40 ont déjà des ganglions, ont déjà une atteinte vasculaire, donc bon nombre de ces patients-là ne sont pas résécables. Puis d'un 30 à 40 qui vont arriver d'emblée avec des métastases hépatiques, péritonéales ou ganglionnaires à distance. Donc, c'est sûr que les chiffres sont très mauvais. Quand on parle de médiane de survie, parce que souvent ils vont mettre les courbes, les survies actuarielles, puis ils sont belles, mais la médiane donne quand même un meilleur son de cloche. Alors, ganglion négatif, la médiane de survie, on parle de 20 à 24 mois. Ça, c'est pas chirurgie, donc le pourcentage a l'air plus beau que la médiane. Ganglion positif, on vient de baisser de 10 à 15 mois. Puis le patient qui arrive métastatique, la médiane de survie, c'est environ 4 mois. Donc, c'est sûr que c'est pas des très bonnes maladies. Donc, quand on doit penser ou suspecter un cancer du pancréas,
C'est sûr que le patient qui arrive à un certain âge, qui n'a aucune raison d'être diabétique, qui n'est pas obèse, qui n'a pas d'histoire familiale, qui arrive avec un diabète de novo, il faut penser à un cancer en dessous de ça. C'est souvent les gros cancers, c'est plus souvent les cancers du corps ou de la queue du pancréas parce qu'il va y avoir une atrophie importante de la glande. Mais on l'attrape de temps en temps, puis il y a quand même bon nombre de patients qui vont avoir un diabète qui est apparu dans les derniers mois avant le diagnostic. La pancréatite aiguë inexpliquée, c'est sûr, on ne peut pas partir en peur à chaque fois qu'on voit un patient qui fait une pancréatite parce que Dieu sait qu'il y en a. La majorité des pancréatites vont être biliaires, une certaine composante alcoolique, mais si quelqu'un de 65 ans arrive avec une pancréatite inexpliquée, qui a eu une échographie, qu'il n'y a pas de pierre dans la vésicule, qu'il n'y a plus de vésicule, qu'il n'y a pas de contexte, il faut se poser la question, c'est de voir jusqu'où on est prêt à pousser le bilan, parce qu'il y a un bon nombre de patients qui passent énormément d'examens, mais on attrape la même chose dans des circonstances comme ça, donc il faut y penser. Puis dès qu'on a la moindre suspicion, bien, ça ne veut pas dire qu'il faut tout prescrire, mais au moins commencer avec une échographie abdominale. C'est sûr que si l'échographie est faite, qu'on ne voit pas de lésion, qu'il n'y a pas de dilatation des voies biliaires, qu'il n'y a pas de dilatation du canal pancréatique, il y a probablement des bonnes chances qu'on ne manque pas de lésions qui seraient suffisamment grosses pour entraîner la pancréatite. Donc, cliniquement, c'est ce qu'on disait un petit peu tantôt, la plupart des patients vont nous arriver avec un certain élément de douleur. Par contre, la douleur abdominale, épigastrique qui va aller dans le dos, typiquement, va être augmentée par les aliments, mais les gens qui se présentent avec des douleurs de base comme ça déjà, habituellement, c'est mauvais signe. C'est souvent des cancers qui sont déjà avancés, qui ont un envahissement vasculaire, un envahissement des plexus nerveux, et à ce moment-là, les gens vont avoir ces douleurs-là. La perte pondérale est presque de routine. La plupart des gens ne filent pas, fatigués, une certaine anorexie qui a duré pendant un certain nombre de semaines avant. Ce n'est pas toujours cliniquement évident, mais il y a souvent un élément de stéatorée, d'insuffisance pancréatique par obstruction du canal pancréatique. Thrombophlébites qui sont connus. On n'en voit pas si souvent que ça. Les thrombophlébites qu'on voit, c'est rarement le mode de présentation. C'est plus une maladie avancée qui est rendue souvent en soins palliatifs ou presque, qui va arriver avec les thrombophlébites. Il y a des embolies artérielles qui sont décrites. Une dépression out of the blue, comme on dit, c'est plus souvent décrit qu'un cancer de la queue du pancréas. C'est des entités qui sont associées. Chez quelqu'un qui arrive sans raison, 65 ans, un état dépressif, c'est un des diagnostics. Le diabète, la même qu'on avait parlé tantôt. Puis c'est sûr que selon le tableau, bien, il y a des gens qui vont nous arriver d'emblée avec des métastases, avec des carcinomatoses, avec des douleurs osseuses. Donc il y a des gens qui arrivent avec un tableau là, qui est déjà relativement avancé. Donc le pancréas a un petit côté pas très pratique parce qu'il est comme complètement dans le fond du ventre. Donc on dit dans le rétropéritoine. Donc, il y a un paquet de structures qui sont devant, il y a un paquet de choses autour et dans les environs. Les choses qui nous compliquent toujours un petit peu la vie. Donc, si on imagine, on a l'estomac qui est en avant, le pancréas est ici en arrière, donc complètement caché. On a la veine cave, la veine porte, donc un paquet de vaisseaux qui sont autour, qu'on voit ici encore en couple avec le centre du pancréas qui a été enlevé. Donc, c'est ça qui rend les chirurgies difficiles. C'est ça qui fait aussi qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas opérables parce qu'il faut réaliser que la tête de pancréas mesure à peu près 3 cm de diamètre. Donc, si quelqu'un arrive avec une lésion de 3 cm, c'est déjà pris après un paquet de structures. L'is pancréatique, donc la portion du centre, c'est gros à peu près comme mon pouce. Donc, on n'a pas besoin de mettre un gros cancer là-dedans, que la veine porte est prise, que les structures vasculaires vont être prises autour. Donc, c'est l'anatomie. Puis c'est ça aussi au point de vue chirurgical qui nous complique la vie parfois. Au point de vue artériel, c'est sûr qu'on a l'aorte en centrale, le tronc cœliaque et l'artère mésentérique, donc l'artère qui nourrit les intestins. Donc tout ça, c'est tout pris ensemble. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce coin-là. C'est ça qui fait que dès qu'une lésion est le moindrement volumineuse, à ce moment-là, on ne peut pas opérer. Puis il reste que c'est rare même que des lésions en haut de 3 cm vont être opérables, parce que justement, à 3 cm déjà, il y a des bonnes chances qu'on accroche des structures vitales. D'un point de vue macroscopique, quand vous ouvrez, je viens de tomber sur une maladie qui est assez avancée, est-ce qu'il y a une composante inflammatoire importante pour se trouver la lésion? Parce que d'un point de vue palliatif, on a souvent l'impression que quand on va justement ajouter soit du décadron ou on évoque des anti-inflammatoires, que
cas, moi, dans ma tête, avec tous les sucres pancréatiques, tout ce que là, si c'est une maladie avancée ou même métastatique, vraiment qu'on patauge dans l'inflammation, qu'on a là un levier pour améliorer le confort. Quand vous ouvrez, vous avez des maladies avancées, est-ce que vous envoyez beaucoup d'inflammation ou pas tant que ça? Habituellement, il n'y a pas tant d'inflammation. Par contre, c'est sûr que si le patient s'est présenté à point de départ avec une pancréatite aiguë, là, il y a plus d'inflammation. Mais le cancer ordinaire là, qui s'est présenté avec un tableau dictaire, nous, visuellement ou à la chirurgie, il n'y a pas beaucoup d'inflammation. Par contre, souvent, il y a une différence entre le volume de la lésion mesuré sur les rayons X, puis le volume de la lésion mesuré en pathologie quand on le resecte. Parce qu'il y a toujours un peu de pancréatite périlésionnelle. Puis c'est ça, cette inflammation-là, qui, nous autres, n'est pas si évidente que ça à voir, parce que c'est pas la grosse inflammation, mais qui peut répondre justement aux stéroïdes, parce qu'il y en a. Il y en a toujours un certain état inflammatoire, juste par le phénomène obstructif des canaux pancréatiques, biliaires. Si les gens ont des prothèses, la plupart des gens ont des prothèses biliaires quand on les opère, donc il y a de l'inflammation aussi à cause de ça. Donc c'est sûr que la plupart des patients non résécables qui ont de l'envahissement vasculaire, il y a de l'inflammation autour des vaisseaux, du plexus splanchnique. Si on met du décadron, on coupe un peu cette inflammation-là, puis ça donne un coup de pouce. Donc ça colle bien. Excusez-moi. Oui. Je pense qu'aux États-Unis, quand ils opèrent le pancréas, automatiquement, ils vont faire un bloc pour diminuer les douleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se fait au Québec. C'est rare qu'on le fait maintenant. C'est quelque chose qui se faisait avant. Il faut dire que le bloc opératoire, il faut faire une échographie pour localiser le tronc cœliaque. Il faut aller infiltrer de chaque côté du tronc cœliaque. Mais on ne voit pas bien où on va avec l'aiguille et souvent les injections vont être incomplètes. Ou si les gens vont trop loin, il y a déjà eu des infiltrations de la moelle. Et l'infiltration est faite à l'alcool absolu d'habitude. Donc, ça peut être très dangereux. Ça se fait de façon chirurgicale où on va disséquer les plexus pour les couper. Par contre, si c'est un cancer qui n'est pas opérable, habituellement, ces plexus-là sont pris, donc d'aller couper là-dedans, c'est presque pas faisable. Et les résultats actuellement sont tellement bons en écho-endoscopie. Il est beaucoup plus précis parce que lui, il voit très bien, c'est magnifié sur son écran. Il voit son aiguille arriver, il voit le tronc cœliaque, ils font du Doppler à ce moment-là. Donc, il est beaucoup plus précis, puis il peut le répéter. J'en reparle à un moment donné. Là. Mais à la salle d'opération, c'est très rare qu'on va le faire parce que s'ils ne sont pas opérables, l'infiltration fait que ça devient techniquement difficile et probablement plus dangereux que l'écho-endoscopie. Donc, quand on investigue les patients, le but, c'est évidemment, on veut établir le diagnostic, on veut savoir de quoi ça relève parce qu'il faut imaginer si on voit le patient qui arrive habituellement avec un cancer du pancréas, il va arriver avec son tableau dictaire à l'urgence ou référé à la clinique. Puis là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a, jusqu'où ça va, est-ce qu'on va pouvoir opérer, puis l'opération va dépendre, est-ce qu'il y a des métastases ou pas, est-ce qu'il y a une extension vasculaire ou pas. Puis c'est sûr qu'en bout de ligne, il y a la condition médicale du patient. Comme je disais tantôt, on a beaucoup de jeunes patients qui nous arrivent, mais classiquement, le cancer du pancréas, c'est une maladie de soixantaine avancée, mais surtout dans les 70 et même un peu plus haut. Donc, à un moment donné, il y a la condition médicale du patient, il y a l'âge du patient. Puis là, il faut se poser des questions avec tout ça. Donc, on veut savoir cancer ou pas cancer, opérable ou pas opérable. Puis là, après ça, on y va avec ça. Donc, c'est le but principal là, de faire notre investigation. Donc, si on prend un exemple, un monsieur de 70 ans qui arrive justement à l'urgence, 39 de fièvre, puis il y a son ictère qui apparaît. Globalement, en bon état, les blancs à 19 000, il y a une bilirubine à 130, donc il est manifestement itérique, avec des phosphatases alcalines élevées. On fait une échographie, puis il y a une masse au niveau de la tête du pancréas qui a l'air d'une tumeur d'un cancer de 3 cm. Les voies biliaires dilatées, il n'y a pas de cholécystite. Donc la question, quand on arrive devant une situation de même, qu'est-ce qu'on fait? Où là, on a fort probablement un cancer du pancréas, mais jusqu'à preuve du contraire, avec la fièvre qu'il y a là, il y a probablement de la cholangite. Donc, le premier examen à faire à ce moment-là, c'est de régler le problème d'infection, comme ça on s'occupera du problème de tumeur. Donc, ces patients-là, à ce moment-là, d'emblée, on va aller à la CPRE. CPRE, c'est cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique, en français, en anglais ERCP. Alors, ce que ça sous-entend, c'est un scope, donc un peu comme un gastroscope. La différence, un gastroscope et un coloscope, on voit au bout du scope. Le scope, ce qu'on appelle, celui-là, on appelle ça un scope à vision latérale. Donc, on ne voit pas en avant, on voit dans le côté. Et à ce moment-là, quand on est dans le duodénum, on voit qu'il y a une encoche ici.
Alors, la lumière est ici, la fibre optique est là, puis on voit il y a des instruments qui sortent dans le côté du scope. Donc, on travaille comme dans le côté de l'instrument, ce qui fait qu'on peut bien se placer devant l'ampoule, donc l'arrivée des canaux de la bile et du cholédoque, puis on peut rentrer à ce moment-là dans les structures, alors qu'on ne pourrait pas avec un scope standard. Puis là, il y a différentes manettes pour relever, tourner à gauche, tourner à droite, puis nos instruments ont des babelles là-dessus aussi. Là, fait que, comme les externes me disent, c'est mon petit jeu de Nintendo à peu près. C'est bien le fun à faire pareil. Alors, ça nous permet, nous autres, d'aller faire des belles petites choses de fun. Donc, le but de l'examen, quand on le fait, il peut être diagnostique. Alors, quand on parle de CPRE, on parle de CPRE diagnostique, on parle de thérapeutique. Donc, diagnostic, bien, ça le dit, on veut juste aller voir. Ça n'existe plus en 2010 à peu près de l'endoscopie rétrograde diagnostique parce que c'est un examen qui est quand même agressant. On pourrait dire que le patient il est sous sédation intraveineuse relativement lourde. Il y a les risques de la technique, donc l'introduction d'un scope, d'aller au niveau de l'intestin, on peut perforer l'œsophage, l'estomac, le duodénum. À partir du moment où on rentre des canules, des instruments, la principale complication, c'est des pancréatites qui varient selon l'indication, puis qui varient selon qui est à l'autre bout du scope, c'est-à-dire celui qui fait l'examen. Et les chiffres varient de 2-3% à 15-20%, donc de bon à pas bon. Et à ce moment-là, donc, il y a un risque réel à faire ça. On peut faire de la cholangite, on peut faire toutes sortes de complications. Donc, il y a à peu près plus d'indications avec les scans, les résonances, les écho-endoscopies, d'aller faire une CPRE dans un but de juste aller colorer les voies biliaires pour voir. Donc, le but est absolument thérapeutique. Puis la principale raison, c'est les pierres. Les gens qui ont des pierres, évidemment. Puis il y a beaucoup de cas de cancer. Quand on fait des cancers, là, c'est d'aller mettre des tubes, des prothèses, débloquer les choses. Je vais vous en montrer tantôt là, différentes sortes de prothèses. Donc, à ce moment-là, dans un cas comme ici, où on a un cancer du pancréas en cholangite, ce qu'on veut, c'est mettre une prothèse, décomprimer les voies biliaires, puis là, après ça, on verra pour la suite. L'autre avantage, on peut faire des biopsies. C'est comme sur un guide, ça ressemble à une brosse à biberon à peu près, si on veut, pour ceux qui ont les bébés frais en tête, en plus petit. Puis c'est simplement qu'on passe la brosse à l'intérieur de la sténose. C'est de la cytologie. Les résultats sont absolument très bons. Donc, encore là, on en fait de moins en moins du brossage parce qu'en écho-endoscopie, c'est tellement plus facile que les autres, ils vont à l'aiguille puis ils voient ce qu'ils font. Puis ils ont un meilleur rendement, mais on en fait quand même là, quand c'est nécessaire. Ça permet de mettre les prothèses. Puis, il y a certaines maladies du pancréas où il y a du mucus, là, ce qu'on appelle les TIPMP, qui sont des papilles, des polypes dans le versum. Ça fait du mucus, puis quand on les scope, c'est évident. On parlait d'écho-endoscopie. Oui. Un écho-endoscopie, c'est la même technique, si on veut, dans le sens que c'est un scope. Au bout du scope, lui, il a une vision terminale. Donc, il voit au bout de son scope. À peu près à 1 cm avant l'extrémité du scope, il y a une bague qui est à peu près longue comme ça, mais qui a une bonne grosseur. Donc, c'est pas facile pour les gens qui grossit le volume du scope. Ça, c'est une sonde d'échographie radiaire. Donc, je vais en avoir une photo tantôt, vous allez voir l'image, mais qu'on voit tout le tour en périphérie. Donc, lui, habituellement, l'examen est fait dans l'estomac. Des fois, il va aller dans le duodénum. Habituellement, il va juste s'asseoir dans le fond de l'estomac, là, au niveau antral, proche du pilar. Puis avec ça, selon les sondes qu'ils prennent, ils voient très bien. Le pancréas, c'est comme si on le levait dans les mains, c'est magnifié de façon importante. Et là, il voit parfaitement bien. Puis il y a une chemise de travail pour descendre une aiguille. Donc, il voit parfaitement où l'aiguille va. Puis là, il peut aller faire des biopsies ou, comme je parlais tantôt, aller geler les nerfs, donc en infiltrant à cet endroit-là. Donc, c'est une belle technique. Nous autres, ça nous a... c'est super bon. Il faut dire, nous, on est chanceux. À Saint-Luc, le premier qui a parti ça à peu près au Québec, Dr. Sahaï, puis un deuxième qui s'est joint à lui, Dr. Paquin, sont incroyables. Ils en font 3000 par année. Donc, ils ont un énorme volume. Puis pour nous autres, là, ça a vraiment révolutionné autant l'investigation des patients que le management, exemple, pour la douleur. Le même cas que tantôt, donc le patient qui arrive avec sa jaunisse, sa bilirubine à 130, l'échographie qui montre la lésion au niveau du pancréas, mais il va bien, il ne fait pas de fièvre, il est correct. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on ne devrait pas aller à la CPRE d'emblée, puis je vais revenir sur les indications, parce qu'on en fait beaucoup, mais ce n'est peut-être pas tout nécessaire. Donc, à point de départ, si on voit le patient qui est avec son ITER, c'est de savoir est-il en angiocolite ou pas. S'il est en angiocolite, on l'a dit, on s'en va en CPRE, puis après, on complète le bilan. S'il n'y a pas d'infection, ce qu'on veut évaluer, c'est ce qu'on venait tantôt, est-ce qu'il est opérable, puis c'est quoi le bilan d'extension. Et là, on va passer à ce moment-là au scan abdominal pour aller voir ce qui se passe.
Donc, dans notre démarche, bon, c'est sûr qu'on part avec notre patient avec nos signes, nos symptômes. Puis là, on embarque dans nos examens radiologiques qu'on va discuter, les marqueurs tumoraux qu'on va discuter. Puis là, de là, on prend nos décisions de où on peut s'en aller avec ce patient-là. Donc, le scan abdominal, c'est sûr que les machines maintenant sont beaucoup développées, ce qu'on appelle les multibarrettes. On a une bien meilleure résolution. Les scans sont faits de façon beaucoup plus rapide. C'est super important. Un scan pour un pancréas ne devrait jamais être fait C-. On en voit encore des fois, mais il n'y a aucune raison de faire un scan C-. Donc, il faut toujours que ça soit fait avec du contraste intraveineux, du contraste dans le tube digestif. Il faut toujours que ça soit des coupes minces, dans le sens qu'il y a des protocoles où ils vont faire les tranches. Si on veut là, au 10 mm, en 2 tranches de 10 mm, on peut manquer beaucoup de choses. Alors, dans du pancréas, habituellement, on les fait au 3 mm. Puis on fait les 3 séquences, au moins 2, c'est-à-dire la phase artérielle où le bolus arrive en intra-artériel. Une phase un peu plus tardive où on a la phase portale, puis on peut faire la phase parenchymateuse, mais au moins artérielle et portale. Un scan, c'est moins aucune valeur. Si on regarde ici sur le scan, ça ici, c'est un cancer du pancréas. Ce qui est en blanc ici, c'est la veine mésentérique supérieure qui est envahie. Mais s'il n'y a pas de colorant dedans, ça va avoir toute la même couleur que le pancréas, puis ça a l'air de rien, puis on va penser que c'est opérable, alors que l'examen n'a aucune valeur. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais accepter un scan C- pour investiguer un cancer du pancréas. Ça n'a pas sa place. Puis c'est important de faire les reconstructions. Habituellement, on va faire les reconstructions sagittales, frontales, parce qu'à ce moment-là, on a des bien meilleures évaluations au niveau vasculaire, donc de voir comme il faut la veine porte, les vaisseaux mésentériques et tout. Donc, pour voir encore, on peut-tu opérer ou pas. La résonance magnétique, on ne la fait pas de routine. En fait, la résonance magnétique pour les organes du rétropéritoine n'est souvent pas plus avantageuse. Les patients qui ont un petit peu de difficulté à retenir leur respiration, tout bouge, on perd la résolution. Donc, l'indication principale, c'est le patient qui ne peut pas avoir un scan. Donc, quelqu'un qui aurait une allergie incroyable à l'iode, même préparé, qui réagit, bien là, ça pourrait devenir une indication. L'autre indication, c'est si on a un doute, exemple de métastase hépatique sur le scan, là, la résonance peut nous aider à trancher. Et finalement, si on veut voir les voies biliaires, quand on fait la portion de cholangio-pancréato-résonance, à ce moment-là, on voit bien l'arbre biliaire, on voit bien le canal pancréatique, mais sans manipulation. Il faut dire que quand on fait les cholangio-résonances, les pancréato-résonances, en fait, on ne fait rien. C'est juste la reconstruction par ordinateur, donc il n'y a pas d'injection de colorant, il n'y a pas rien. Par la résonance, on va chercher par les fenêtres ce qui est liquidien. Donc, évidemment, que la bile étant liquide, si on les fait ressortir, bien, on les voit bien, mais il n'y a pas un colorant spécial, il n'y a pas de manipulation spéciale. Donc, est-ce qu'on devrait faire une CPRE ou une résonance à ces patients-là? Bien, en fait, c'est deux objectifs différents. Si on veut voir les voies biliaires, si on veut voir le canal pancréatique, mais qu'on ne veut pas rentrer un tube, les risques et tout ça, la résonance va être supérieure en sensibilité et en spécificité. Par contre, la résonance, c'est juste de l'imagerie. Si on veut décomprimer les voies biliaires, si on veut aller faire d'autres techniques, là, évidemment, ça devient la CPRE. Donc, on compare quelque chose qui ne se compare pas, là, dans le sens que si on regarde là-dessus, on va dire que la résonance est supérieure, mais elle est supérieure pour voir en n'ayant pas le désavantage de l'endoscopie, mais on compare des choses qui sont différentes. Donc, si on envoie une image ici d'écho-endoscopie, donc le scope se trouve être comme au milieu ici. Ce qu'on voit, c'est les images d'échographie radiaire. Puis là, il est situé au niveau du bulbe duodénal à cet endroit-là. Donc, il y a comme une image tout le tour d'échographie. Il y a la moitié de l'image qui ne nous intéresse pas. Mais ce qu'on voit, ça, c'est le canal pancréatique, le cholédoque. On voit très bien la lésion qui est ici. Mais il faut réaliser que cette lésion-là mesure à peu près 2 cm. Mais là, c'est tellement bien, puis la qualité de l'imagerie est tellement bonne. Alors, c'est pour ça que lui, il voit bien. Puis si, à ce moment-là, il veut faire sa biopsie, bien, il va voir son aiguille arriver, puis il va la rentrer en visualisation directe. Puis il voit qu'il rentre dedans. Puis là, c'est un système de ponction dans l'aiguille, donc il ne bouge plus, puis il fait de la cytologie sur la masse ou les ganglions, parce qu'ils vont biopsier les ganglions au tronc cœliaque. Il peut voir toutes sortes de choses. Comme je marque, c'est pas rare qu'ils vont faire l'examen. Le scan est beau, l'écho abdominal était beau, mais lui, il va avoir 3 métastases hépatiques, puis il biopsie, puis on a la réponse, puis ça règle la discussion. C'est sûr que ce qu'il voit du foie, c'est ce qui est proche de l'estomac. Donc, c'est plus le côté gauche du foie. Mais c'est assez fréquemment qu'ils peuvent nous attraper des métastases comme ça. Donc, pour nous autres, l'écho-endoscopie, c'est vraiment très bon. Ça nous permet de faire la biopsie. Une biopsie qui n'a pas de risque de sémage, parce qu'à chaque fois qu'on fait une biopsie, la crainte, c'est de répandre la maladie. Donc, on ne fait jamais de biopsie d'un cancer du pancréas en scan, en faisant une ponction percutionnée, parce qu'à ce moment-là, tout va passer dans la cavité abdominale, puis
puis on peut répandre le cancer. Donc, toutes les biopsies sont toujours faites en écho-endoscopie. C'est plus précis, beaucoup plus sécuritaire. S'il y a des vaisseaux, il va les voir parce qu'il peut faire du Doppler. Donc, à ce moment-là, ça va éviter d'avoir des complications hémorragiques. Par contre, il y a un petit risque de faire une pancréatite à chaque fois qu'il fait ça, mais c'est rare que c'est des pancréatites là, significatives. Donc, pour nous autres, c'est un très bon examen. Il voit bien les vaisseaux, il voit bien toutes les structures, donc c'est très, très bon pour nous autres. Le TEP scan ou PET scan, c'est plus pour le bilan métastatique. Puis dans le cancer du pancréas, ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon routinière. Il y a des gens qui ont essayé de regarder, parce que nous, des fois, la difficulté qu'on a, exemple, quelqu'un qui prend une certaine quantité d'alcool depuis 10 ans, puis une tête de pancréas un peu grosse, puis là, il y a un petit peu de jaunisse. Est-ce que c'est une pancréatite chronique ou c'est un cancer du pancréas? Puis des fois, c'est difficile de trancher. L'écho-endoscopie, maintenant, nous aide énormément. Il y a des gens qui ont essayé de faire des PET scans pour ça. Ça n'a pas donné des résultats fantastiques. Donc, on le fait parfois quand on est pris avec des lésions un petit peu à distance, soit au poumon ou au foie, puis qu'on ne vient pas à trancher. Des fois, le PET scan va aider. Mais la majorité du temps, quand on n'est pas capable de trancher, c'est des petites lésions, puis un PET scan, les lésions en bas d'1 centimètre, habituellement, il est mort. Donc, ça n'a pas un gros rôle pour nous autres, puis on ne s'en sert pas énormément. Donc, c'est sûr, on peut comparer un peu les chiffres de sensibilité, de spécificité des différents tests qu'on fait pour détecter la tumeur. Mais à un moment donné, pas, les études datent toujours un petit peu, puis la machine fait que c'est des résultats très bons. Ce que je pense dépasse ces chiffres-là. L'écho-endoscopie, évidemment, c'est complètement opérateur. La personne, qu'on a un examen qui est négatif ailleurs, on leur fait suivre, les réponses sont là, les résultats sont là. Donc, c'est sûr, ça dépend énormément de l'expérience des gens qui font la technique. Les marqueurs tumoraux, il y a différents marqueurs qui ont été utilisés. Le principal qu'on va voir dans le cancer du pancréas, c'est le CA19-9. En fait, c'est cancer pancréas, voie biliaire, vésicule biliaire, cholangiocarcinome intrahépatique. Toutes ces tumeurs-là peuvent en sécréter. C'est ni très sensible, ni très spécifique au sens où un des problèmes, c'est que s'il y a de l'inflammation, ça peut modifier les chiffres complètement. C'est pour ça que si on regarde la CA19-9, même dans des pathologies bénignes, il y a jusqu'à 20 de ces gens-là qui vont avoir des chiffres élevés. Moi, j'ai un patient qui avait une sténose du cholédoque, des CA19-9 à 3000, je suis sûr que c'est un cancer. C'est une pierre enclavée dans le cholédoque que j'ai resséquée à merveille comme un cancer, puis il n'y avait pas de cancer. C'était juste l'état inflammatoire, puis tout s'est normalisé après ça. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas un test diagnostique. Ça nous aide des fois à trancher, exemple, pancréatite chronique, cancer, puis c'est un élément de plus. Mais si quelqu'un arrive avec un petit peu de jaunisse, puis on fait ça, c'est la première feuille de prescription. Si ça revient à 200, il ne faut pas aller dire qu'il y a un cancer. Il y a peut-être quand même juste une cholangite avec une pierre, puis ça, c'est pas de diagnostic. Donc, le principal, comme je dis, c'est le CA19-9. Le chiffre en soi a une certaine valeur. Plus le chiffre est haut, plus on est presque sûr que ça va être un cancer si on a le contexte qui est là. Et donc, si on regarde en haut de 200, c'est comme 95 de chance ou de probabilité que ce soit un cancer associé. L'autre point, c'est la valeur en soi. Plus c'est haut, plus il y a probablement un volume tumoral élevé, et donc moins il y a de chances qu'on puisse le resséquer. C'est sûr que ce n'est pas une absolue certitude, mais si on regarde en haut de 150, on parle de 88 des patients qui vont être non ressécables. Donc, c'est sûr, des fois, on va opérer un patient qui a des chiffres élevés, mais que tout le reste a l'air beau. On part toujours un peu craintif, puis la plupart du temps, on les a avisés d'avance encore plus à ce moment-là, puis la plupart du temps, on va trouver plus de maladies. Il y avait une main en arrière. En fait, c'est le rôle principal, c'est la dernière ligne, c'est pour qu'on ne le voit pas bien. Alors, le problème du CA19-9 dans le suivi, en fait, ce qu'on veut savoir idéalement, c'est est-ce qu'il était élevé avant, parce que ce n'est pas toutes les tumeurs qui en produisent, mais c'est sûr que si le patient s'est présenté avec un CA19-9 à 200 au diagnostic, qu'on l'a opéré, c'est normalisé, ça devient un super bon outil pour le suivi. Puis, ce qui va être le plus fiable pour détecter la récidive, ça va être l'état clinique, parce qu'une journée, le patient va arriver, il ne file pas, il a mal dans le dos, il a perdu un peu de poids. Les CA19-9 vont être augmentés ou ils vont être en courbe croissante.
Puis là, ensuite, l'imagerie va arriver. Mais c'est clair qu'une récidive va être diagnostiquée plus vite avec les marqueurs tumoraux et la clinique qu'avec un scan. Donc, c'est très discutable. Moi, personnellement, je ne fais pas de scan. Je ne suis pas les patients opérés avec des scans parce qu'il n'y a pas de bénéfice. On n'attrape rien. Si on attrape quelque chose, c'est parce qu'il venait à la clinique puis il ne filait pas puis les marqueurs tumoraux avaient augmenté. Donc, à un moment donné, ça fait de l'imagerie pour rien, pour réaliser qu'à partir du moment où on trouve la récidive, à part que de vouloir faire de la chimio, on n'a pas d'option. Il n'y a pas de deuxième chirurgie après une première chirurgie. L'autre élément où ils s'en servent, c'est les patients sous chimiothérapie. Ça peut donner un indice au sens où si le patient est en chimio palliative, puis qu'on part avec un certain niveau de CA19-9, la majorité des gens qui répondent, les chiffres vont baisser. Alors que s'ils continuent à monter, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, à partir du moment où on a une masse pancréatique, première des choses, à moins de l'infection, on fait notre scan abdominal. Est-ce que le patient est résécable? S'il est résécable, chirurgie. C'est là, tantôt, quand je parlais de l'endoscopie rétrograde, les gens n'ont pas besoin d'une CPRE s'ils sont ictériques, s'ils sont opérables, puis opérés dans un délai qui a du bon sens. C'est ça le problème, je vais en reparler un petit peu après, mais si on voit un patient, puis on fait le bilan, puis il va être opéré une semaine, 10 jours après, à moins qu'il y ait un ictère incroyable qui se gratte au sang parce qu'il y a tellement de prurés à ce moment-là, il ne devrait pas avoir d'endoscopie. Je vais en reparler plus en détail, là. Mais ce patient-là devrait être amené tout simplement en salle d'opération. Là, ça dépend de la réalité où on travaille, puis c'est quoi nos délais de salle d'opération, puis là, c'est là que ça se discute. Sinon, résécable, habituellement, on va parler de biopsie. Biopsie, parce qu'il y a une différence entre se faire dire qu'on a un adénocarcinome du pancréas versus une tumeur neuroendocrine. Donc, on veut savoir. L'autre chose, c'est qu'il n'y a personne qui va aller orienter un traitement de chimiothérapie s'il n'y a pas un diagnostic histologique, donc ça se conçoit bien. Par contre, vous avez vu qu'il n'y a pas le mot biopsie dans la colonne de gauche. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour opérer les patients. Je reviens aussi là-dessus tantôt. Mais si la personne arrive et est ictérique, il a 55 ans, il y a une masse de 3 cm dans le pancréas, puis le scan est beau, c'est à 99% sûr un cancer. Puis si ce n'est pas un cancer, la seule façon de l'exclure au complet puis de régler le problème, c'est de faire la chirurgie. Donc, des fois, les gens sont surpris qu'on fasse une chirurgie aussi lourde sans diagnostic, mais c'est vraiment pas nécessaire, sauf certaines circonstances que je vais reparler. Par contre, pour aller dans le palliatif, bien là, ça se conçoit facilement. Et on a toujours une population de patients qu'on dit limite. Donc, ça, c'est le patient où on ne sait pas trop, puis le scan, ça passe peut-être, mais la veine est un peu proche, puis là, on hésite, ou il y a une certaine condition médicale qui est plus sévère. Mais là, à ce moment-là, c'est sûr que là, on va pousser plus loin avec l'écho-endo, avec la CPRE, des fois, pour aller essayer d'évaluer est-ce que c'est quelque chose qui va plus loin dans le duodénum, qui est plus gros qu'on pensait. La résonance magnétique, s'il y a des doutes de métastase, mais qu'on n'est pas certain. La laparoscopie, ça aussi, je reviens tantôt là-dessus. Mais en fait, c'est de faire tous ces examens-là pour ne pas amener inutilement un patient en salle d'opération. Parce que le patient avec un cancer du pancréas qui n'est pas opérable, avec les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, d'avoir une laparotomie inutile, on vient d'y enlever 3 mois de qualité de vie sur les 5-6 mois qui restaient peut-être. Donc, c'est vraiment pas avantageux, évidemment. Puis, si avec tout ce qu'on a fait, c'est résécable, là, évidemment, on s'en va vers la chirurgie. S'il n'est pas résécable, on prend la section de palliation. Qu'est-ce qui fait qu'un cancer n'est pas opérable? Bien, c'est sûr, de base simple, des métastases ganglionnaires, mais pas des métastases ganglionnaires collées sur le pancréas, ce qu'on dit deuxième relais, donc autour de la aorte et plus loin à distance. Mais s'il y a des ganglions collés sur la tête du pancréas et qui font partie de ce qu'on va resséquer, bien, à ce moment-là, c'est correct. C'est moins bon, mais c'est correct de le faire. Évidemment, les métastases à distance, le foie, le poumon, ces choses-là, ça élimine d'emblée toute chirurgie possible. Ce que les gens, des fois, ont de la difficulté à considérer parce qu'ils se disent « Oui, mais il y en a juste une. » Il n'y en a jamais juste une, c'est des micro-métastases, puis il y en a partout. Puis les gens qu'on voit, si on a 1 ou 2 métastases, si on fait un scan 2-3 mois après, c'est comme en lâcher de ballon, puis il y en a partout. Donc, il n'y a aucune place pour aller faire quoi que ce soit s'il y a des métastases. Au niveau vasculaire, il y a beaucoup de discussions, je ne vais pas rentrer dans le gros détail, mais toutes les structures vasculaires qu'on parlait tantôt, tout ce qui est artère, si c'est pris dans le cancer, ça règle la discussion. D'aller faire des reconstructions d'artères, d'enlever des bouts pour faire des pontages et tout, ça n'a aucune valeur. Au point de vue des veines, il faut voir l'atteinte de la veine. On fait de plus en plus de résections de veines portes, de veines mésentériques, des pontages, tout ça. C'est beaucoup plus compliqué, puis les résultats sont souvent ou habituellement décevants. Mais si c'est des atteintes un peu limitées, puis là, habituellement, souvent, on va mettre ça dans le patient,
dans le contexte d'un patient, dire oh, ben, il a juste 50 ans, il a juste ça, on va lui donner sa chance, puis on l'essaye. Donc, c'est pour ça que la dernière ligne, s'il y a une atteinte veineuse, tout dépendant de la sévérité de l'atteinte, c'est discutable. Il y a des gens qu'on va opérer, il y a des gens qu'on n'opérera pas. Donc, on ramène ça dans un contexte clinique, puis évidemment, l'âge du patient, puis l'extension. Mais la majorité du temps, si on opère un patient en pensant qu'on va peut-être enlever un bout de veine, on fait d'habitude rien, parce qu'habituellement, la chirurgie, c'est toujours pire que ce que les images nous montraient. Donc, quand on part avec des gros projets, là, les projets, des fois, ils diminuent assez vite. L'envahissement vasculaire, qui est pour nous autres le plus gros problème, c'est ça qu'on essaie toujours de déterminer. Quand on compare, que ce soit le scan, l'écho-endo ou la résonance, les chiffres se ressemblent, mais varient un petit peu. Pour nous, ce qu'on trouve le mieux, c'est les scans actuels, les multibarrettes, où là, on a une bonne résolution, une bonne reconstruction. L'écho-endo est assez bon quand il dit qu'il y a quelque chose, mais s'il dit qu'il n'y a rien, ça ne veut pas te dire grand-chose. Parce qu'il voit bien, c'est les vaisseaux vers le haut, alors que notre problème, c'est les vaisseaux vers le bas. Donc, il y a plus de difficultés à le voir à ce moment-là. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est essayer de prévoir avec nos examens, est-ce qu'on va opérer ce patient-là ou est-ce qu'on ne l'opérera pas. Puis quand on regarde au point de vue de la précision d'établir si c'est résécable ou non résécable, est-ce que ça l'était résécable ou non résécable, les chiffres sont quand même pas mauvais avec la technique qu'on a maintenant. On regarde 90%, si on les dit au scan, c'était résécable, c'est résécable, donc c'est quand même assez bon. Si on dit que c'est non résécable, logiquement, il ne devrait pas être opéré. Là, mais si c'était non résécable, mais limite, puis qu'on prend une chance, bien, on a la réponse finale. L'écho-endo se ressemble dans les chiffres, mais encore là, ça dépend tellement de la personne qui fait l'examen. Donc, pour nous autres, le scan, c'est sûr que c'est le meilleur examen parce que, un, on les regarde nous autres mêmes, puis on peut le voir. Deux, quand on discute avec un patient, de parler en l'air, c'est un peu difficile. Si tu lui montres ces images, bien là, il comprend, puis c'est des fois un peu plus facile à accepter. Donc, on voit ici un exemple d'une volumineuse. Là, ça, c'est un gros cancer du pancréas, mais ici, ce qu'on voit en blanc, c'est l'artère hépatique, puis ici, c'est l'artère splénique avec le tronc ciliaire. Donc, on voit que c'est tout pris, le cancer de chaque côté et tout le tour. Donc, avec le scan, on les voit bien. Puis c'est sûr que le patient qui est assis avec nous autres, puis on lui montre les images, bien, il accepte un petit peu mieux, il comprend un peu mieux que de se faire dire bien, la veine, l'artère est pris dedans. La résonance, bien, c'est sûr, les images se ressemblent, comme je disais tantôt. Si on a besoin de le faire pour raison XY, mais on veut évaluer la même chose au point de vue vasculaire. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est la veine mésentérique qui s'en vient ici, qui devient la veine porte. Puis on voit ici que la veine est prise là, par le cancer. Des images comme ça dépendrait du milieu, ça dépendrait de l'âge du patient, ça dépendrait du chirurgien. Il y a des endroits qui l'opéraient, il y a des endroits qui diraient que c'est pas opérable. Donc, ça dépend un petit peu de l'agressivité de chacun. Donc, on a un autre petit cas, madame de 44 ans qui arrive avec un ictère non douloureux, parce que la plupart des gens qui ont un cancer du pancréas, l'ictère est non douloureux par opposition à des gens qui ont de la jaunisse sur des pierres et qui ont un état inflammatoire. Donc, avec un bilan qui montre une bilirubine à 300, des phosphatase alcalines élevées, donc elle est vraiment obstruée. Puis le scan dit, ça a l'air résécable. Qu'est-ce qu'on fait avec ce patiente-là? Bien, la logique, ça devrait être, c'est ce que j'ai dit tantôt était, c'est qu'on devrait amener ce patient-là en salle d'opération et on ne devrait rien faire. Mais la question qui existe depuis toujours, puis qu'on se pose à chaque fois, puis qu'une fois par 2 mois, on a un journal club avec les résidents là-dessus, c'est est-ce qu'on devrait les drainer, ces patients-là, ou pas? Donc, est-ce qu'on devrait corriger l'ictère avant de les opérer? Puis là, ça sous-entend de les faire habituellement une endoscopie pour mettre des prothèses. Mais comme je disais tantôt, tous les risques qui viennent avec la technique. Il y a plusieurs études qui ont été faites dans ce domaine-là. Malheureusement, la plupart des études sont moyennes en qualité. Puis si on regarde sur 5 études qui ont été faites prospectives, il y a en fait 7 études, parce qu'il y en a d'autres que j'ai rajoutées après. Il y en a 4 qui disent non, ça ne donne rien. Puis il y en a d'autres qui disent non seulement ça ne donne rien, mais c'est pire. Donc, on peut se poser la question. 2 méta-analyses qui ont été faites. Méta-analyse, c'est qu'on analyse les petites études, mais si les petites études ne sont pas très bonnes, ce n'est pas la grosse étude des petites études qui devient bonne. Alors, c'est le problème qu'on a. Mais si on regarde avec les lignes, le bas de la colonne, la ligne du milieu, c'est bénéfice 0. Puis si on est à gauche, on est négatif, puis à droite, on a un certain bénéfice. Donc, si on regarde sur la mortalité globale, c'est pas mal 0. La morbidité, presque 0. Puis la mortalité post-opératoire, pas mal 0 aussi. Donc, la patiente qui est bien et qui devrait être opérable devrait probablement être opérée.
C'est pour ça qu'on dit actuellement que c'est controversé, puis là, il faut revenir dans le contexte de où on travaille, puis ça a l'air de quoi. Malheureusement, une patiente comme ça, chez nous, elle ne sera pas opérée la semaine prochaine. Elle va être opérée dans 3, 4, 5, des fois 6 semaines. Alors, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a une bilirubine à 300, qui se gratte, puis la laisser monter jusqu'à 500-600 pour la salle d'opération. Donc, la réalité est que même si c'est controversé, puis même si on ne devrait probablement pas le faire à tout le monde, on finit par le faire à presque tout le monde, simplement à cause des délais de chirurgie, à cause que la plupart des patients qui ont de la jaunisse ont énormément de démangeaisons, puis il y en a qui sont en train de virer fous. Puis qu'on a beau donner du Benadryl, la Tarax, du Questran, ça ne donne pas grand-chose. Les gens qui sont fragiles, les gens âgés, les gens qui ont un peu d'insuffisance rénale, cardiaque, eux, on veut les décomprimer de toute façon parce que l'ictère est toxique pour les reins, est toxique pour le cœur, il est diurétique, donc les gens deviennent déshydratés. Donc les gens fragiles, ça, il n'y a même pas de questionnement, ça c'est sûr qu'on le fait. Mais c'est la bonne personne en bonne santé qui devrait être opérée. Logiquement, elle devrait être opérée et non pas avoir les endoscopies. Même si on finit par le faire presque tout le temps. La biopsie préopératoire, j'en ai parlé un petit peu tantôt, les deux façons percutanées, donc on fait un scan avec une aiguille Trucott, ce qui est un peu épeurant pour le patient, ou en écho-endoscopie, ce qui est clairement préférable à cause qu'il y a beaucoup moins de risques d'aller répandre la maladie, puis en même temps, on a notre évaluation en écho-endoscopie. Donc c'est sûr, c'est beaucoup plus avantageux. Comme je disais tantôt, le bon patient en bonne santé, opérable, on n'a pas besoin de diagnostic, donc on ne le soumet pas à ça. Par contre, pas opérable, qu'on veut faire d'autres traitements, on va le faire. Des patients chez qui la chirurgie est vraiment quelque chose de majeur, exemple, je n'irai jamais faire une chirurgie de cancer du pancréas à quelqu'un de 75 ans sans avoir un diagnostic parce que c'est trop majeur comme chirurgie, puis je ne voudrais surtout pas m'avancer avec un diagnostic bénin une semaine après pour avoir fait subir une chirurgie comme ça. Et c'est sûr que ces patients-là, on leur fait tous des échos endo parce qu'on veut les évaluer le plus possible pour diminuer au plus bas possible la chirurgie qui serait inutile. Les risques de la biopsie, c'est les faux négatifs. Il faut faire attention. Les gens, des fois, se sentent sécurisés. Ils font une biopsie négative, on est correct. C'est juste qu'on est passé à côté souvent. Alors, si on est convaincu qu'il y a une tumeur, puis que la biopsie est négative, bien, le geste à faire, c'est de recommencer la biopsie. Puis c'est la majorité du temps, on va le prouver. C'est les gens où ce n'est pas un faux négatif, mais qu'il y a un négatif. C'est les cas, je disais tantôt, exemple de pancréatite chronique, qu'on veut éliminer un cancer, bien là, ils n'ont pas nécessairement un cancer. Puis l'essaimage péritonéal, bien, quand on est en écho-endoscopie, il n'y a pas de danger parce qu'on est dans l'intestin qui est collé sur le pancréas. On ne passe pas dans le ventre comme tel. Donc, on ne peut pas répandre la maladie. La laparoscopie, on n'en fait pas très souvent. La laparoscopie, donc, c'est simplement, on fait une petite incision au niveau de l'ombilic. On met une caméra en soufflant le ventre avec du gaz. Donc, c'est une chirurgie, c'est une anesthésie générale. Et ce qu'on veut faire, c'est surtout aller voir, y a-t-il des implants dans le ventre, de la carcinomatose? Est-ce qu'il y a des métastases dans le foie? C'est les deux principales choses. Il y a des équipes qui sont, entre guillemets, amusées à faire des lavages, dans le sens qu'ils mettaient du liquide, ils réaspirent, puis ils font une cytologie sur le lavage, puis s'il y a des cellules cancéreuses dans le liquide du lavage, là, ils se demandaient s'il fallait opérer ou pas. Puis ils se sont aperçus, c'est que les gens avaient un moins bon pronostic un peu, mais ils sont quand même opérables, puis il y en a qui ont des bons résultats. Donc, il n'y a pas de bénéfice à faire ça. Mais il reste que, selon les études, il y a 15 à 30 des patients chez qui on pensait qu'on ne verrait rien, qu'on leur trouve des métastases dans le foie ou de la carcinomatose. Donc, pour le patient, c'est avantageux d'éviter une laparotomie ou une chirurgie conventionnelle. Par contre, c'est un petit peu plate à dire, mais il reste qu'en termes de temps opératoire, en termes de disponibilité de faire une laparoscopie pour nous autres, ça ne nous tente pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas assez de temps opératoire, on n'a pas assez de journées de chirurgie. Donc ça, c'est un élément qui nous nuit. L'autre élément qui fait que ce n'est pas tout le monde qui va en faire, puis je vais en revenir tantôt, c'est si on opère un patient qui a un cancer qui n'est pas opérable, mais souvent on va faire d'autres choses. Il y a de la chirurgie palliative, qu'on va faire des dérivations de ces choses-là. Donc les gens vont dire, ça ne me donne rien de faire la laparoscopie parce que de toute façon, je vais opérer. Mais ça, on va le nuancer un petit peu. Mais il reste qu'il y a certains critères. Donc probablement que les grosses lésions, plus que 5 cm, les marqueurs tumoraux qu'on parlait tantôt élevés, là, cessants. Les tumeurs de la queue du pancréas, qui sont la majorité du temps pas opérables, ou si évidemment qu'il y a un doute au scan, qu'il y a des métastases dans le foie. Ça, c'est toutes des bonnes indications de faire de la laparoscopie. Puis si on trouve la maladie extensive, c'est d'arrêter. Comme je disais tantôt, la médiane de survie, cancer du pancréas, métastases hépatiques, ça devrait être 4 mois.
Si on fait une laparo, la convalescence, c'est 3 mois. Donc, ça n'additionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de mieux les servir en faisant ça. L'échographie laparoscopique, on peut le faire s'il y a des doutes de lésions dans le foie. Mais techniquement, même si on voit quelque chose, d'aller le biopsier, ce n'est pas nécessairement évident, puis c'est relativement complexe, mais on voit bien. On a des sondes d'échographie qui se prêtent pour la laparoscopie. Donc, le cancer du pancréas, c'est pas moi qui l'ai inventé. M. Whipple, c'est en 1935 qu'il s'est fait connaître avec ça. Ça n'a aucun rapport avec un Whipple des temps modernes. La chirurgie qu'il faisait dans ce temps-là, c'était en 2 temps. Parce qu'il opérait à l'éther, donc à peu près 1 heure de temps que tu avais le droit d'opérer, puis sinon les patients ne passaient pas à travers. Donc, en 1 heure, tu ne peux pas faire un Whipple, c'est infaisable. Et ce qu'il faisait, la première chirurgie, c'est qu'il faisait des dérivations. Donc, il drainait la vésicule biliaire dans l'intestin, il faisait une anastomose entre l'estomac et l'intestin. Puis là, il attendait comme 2-3 semaines, puis il retournait pour aller enlever le spécimen parce que les anastomoses étaient faites. C'est pour ça que les résultats n'étaient pas bons, parce que réopérer dans un contexte comme ça, chez un patient avec un cancer comme ça, donc il faut réaliser qu'il travaillait dans des conditions qui n'étaient pas difficiles. Là. Mais la chirurgie de Whipple qu'on parle maintenant, c'est pas lui du tout, puis c'est en 1942 que c'est arrivé. Puis là, les choses ont évolué, évidemment. Donc la chirurgie de Whipple, bien, c'est sûr, c'est une grosse chirurgie. Ça fait peur à beaucoup de monde. La part des patients qui viennent nous voir ont soit lu en quelque part, ont entendu parler, puis là, c'est comme... ils ont peur de nous autres, puis un peu avec raison. Ça se fait surtout dans du cancer, mais ça peut se faire dans des maladies bénignes. Les maladies bénignes, la principale, c'est de la pancréatite chronique. Les pancréatites chroniques qui sont évoluées, que les patients ont des problèmes de blocage biliaire, duodénaux ou qui ont un doute de cancer. Mais la majorité du temps, c'est les cancers de la tête ou du sang du pancréas, les cholangiocarcinomes, les ampulomes, puis les cancers du duodénum. Donc, c'est vraiment une chirurgie de cancer. De temps en temps, c'est rare, des métastases de d'autres maladies. En fait, il n'y a pas beaucoup de maladies qui donnent des métastases pancréatiques. La principale, c'est le cancer du rein. C'est des raretés, la plupart des gens n'ont jamais vu ça. Mais ça peut arriver. Si vous réalisez une chirurgie de Whipple, tout dépendant du gabarit de la personne, tout dépendant s'il a déjà été opéré, tout dépendant du chirurgien, de son expérience, c'est entre 6 et 8 heures de chirurgie. Comme on dit aux gens, il faut enlever le morceau, 3-4 heures. Puis après ça, il faut reconnecter tout ça, 3-4 heures encore. Je reviens un peu sur les problèmes reliés à ça, mais quand on voit un patient clinique, ce qu'on leur explique, c'est ça. La convalescence, en moyenne, 3 semaines à l'hôpital, à cause des anastomoses, principalement de l'estomac qui est très fragile, qui est très paresseux au début. Donc, ce n'est pas de la petite chirurgie. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, si on voit quelqu'un de 78 ans avec un cancer du pancréas, on peut se demander si c'est la maladie qui est la plus méchante ou la chirurgie. Donc, à un moment donné, il faut nuancer, puis c'est pas offert à tout le monde, puis on ne fait pas ça à tout le monde. Donc, juste quand on voit l'anatomie du pancréas, donc, la tête du pancréas, c'est vraiment la portion ici, l'isthme, qui est la portion où le cou du pancréas, c'est juste vis-à-vis les vaisseaux mésentériques, le corps et la queue. Le processus insiné, en fait, c'est plus pour les chirurgiens, c'est le petit bout du pancréas en dessous qu'on appelle, nous autres, le petit pancréas, qui vient là, proche des vaisseaux mésentériques. C'est souvent là qu'on est pris là, avec les atteintes vasculaires. Donc, quand on fait la chirurgie, je ne vous mettrai pas le gros détail, mais au moins avoir une petite idée c'est quoi. Avant, on faisait toujours l'incision comme en dessous les côtes des 2 bords. Pour les patients, c'est très dur comme incision. On coupe tous les muscles au complet. Donc, au point de vue respiratoire, c'est pas facile. Des grosses incisions comme ça, 75 du temps, quasiment, on a des infections. Parce qu'elle est lourde, l'incision est large. Ensuite de tout ça, on opère les patients malades avec un cancer pendant des heures. La plupart ont des prothèses d'invoie biliaire, donc la bile est contaminée. Donc, c'est un beau modèle expérimental d'infection de bile. Et on a en masse. Alors, pour les patients, la majorité du temps, on va faire l'incision médiane, ce qui est beaucoup plus facile parce qu'on ne coupe pas de muscle, on fait juste passer entre les grands doigts. Mais ça dépend du gabarit de la personne. Si on a un patient qui est relativement obèse, si on pense que ça va être pris dans les veines, puis ça peut être compliqué, là, des fois, on n'a pas le choix quand même de se payer la grosse incision. Au point de vue chirurgical, quand je dis qu'on enlève le morceau, bien, il y a les choses à couper. Il y a l'estomac qu'on coupe à des niveaux variables. Ça, je reviens un petit peu après, mais il faut couper l'estomac. Ensuite de ça, il faut aller donc 1 ou 2 niveaux. Il y a évidemment le pancréas qu'on se trouve à couper, le canal biliaire, donc le cholédoque, et ensuite le jéjunum, donc le début du petit intestin,
Puis là, on se trouve enlevé, évidemment, donc toute la portion, donc l'estomac distal, le duodénum, le début du jéjunum, le bas de la voie biliaire, puis la tête du pancréas. Si les gens ont leur vésicule, on l'enlève aussi automatiquement parce que la vésicule ne peut plus fonctionner vu qu'il n'y a pas de sphincter. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de manipulation. Puis, toutes ces coupures-là, puis après ça, toutes les anastomoses. Ce qu'on réalise, c'est que le pancréas, comme je disais tantôt, il est dans le fond du ventre, il est en arrière, qu'on appelle le rétropéritoine. Donc, il faut aller comme décoller, ce qu'on appelle la manœuvre de Cocher, nous, là, décoller le duodénum puis le pancréas du rétro, donc la veine cave, le rein, puis tout ça. Donc, on déroule le pancréas, on le sort du fond du ventre jusqu'à un certain point. Un coup que ça est fait, on vient travailler proche du foie pour aller chercher la voie biliaire, disséquer la veine, l'artère, puis tout, aller chercher les ganglions qui sont là. La veine porte, la veine des intestins, elle passe comme en arrière du pancréas. En fait, le pancréas, c'est un peu comme mon poing, la tête, le corps, la queue, puis la veine, elle passe là. Donc, il faut décoller, si on veut, le pancréas de la veine. Puis une fois qu'on l'a décollé, bien là, on va couper l'estomac, puis après ça, on va aller couper le pancréas. Donc, on se ramasse là avec notre morceau enlevé. Donc, vous comprenez que l'horloge avance, puis ça prend du temps, puis il y a beaucoup de choses à faire. Puis toute la dissection qui est dans le coin ici, bien ça ici, un paquet d'artères puis de veines, puis ça déchire facilement. Quand on opère chez des gens obèses, c'est encore plus difficile. Donc, c'est là que le temps passe. Énormément de gens qui ont déjà eu soit une cholecystectomie dans le passé, une autre chirurgie, il y a ci, il y a ça, donc il y a des adhérences. Donc, veut pas, on ne s'en sauve pas avec plusieurs heures de chirurgie. Là, la portion ici que je parlais tantôt, bien, quand on va décoller les structures, bien, c'est sûr que c'est relativement long. Ce qui augmente la complexité parfois, c'est s'il y a une atteinte veineuse, que je parlais tantôt. Donc, si la veine porte est prise, la veine porte qui est en dessous du pancréas ici, bien là, des fois, on va resséquer un morceau, puis là, il faut reconstruire ça aussi. Donc là, ça augmente la complexité. Puis un coup qu'on a fait ça, bien là, il faut reconnecter nos choses. Donc là, les connexions, il faut reconnecter évidemment le pancréas. Donc il reste le bout de la queue qu'on a coupé. Donc on amène un bout d'intestin pour connecter. On reconnecte le canal de la bile, qui est des grosseurs variables. Et ensuite de ça, on vient reconnecter avec l'estomac. Je vais en parler après, mais il y a différentes façons. Ça, c'est un estomac qui est complet, donc on n'a pas enlevé du sous-d'estomac. Alors que de l'autre côté, il y a une portion d'estomac qui a été enlevée. Donc, si on fait les connexions un après l'autre, bien évidemment, encore là. La connexion du pancréas, c'est la plus difficile, la plus fragile, la plus dangereuse. Donc, c'est ça qu'on prend le plus de temps. Donc, juste en anastomose-là, des fois, ça peut prendre 1h30, puis c'est avec des loupes, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut le faire. Et ensuite, ça, je pense pas qu'il y ait de dessin, là, mais la majorité du temps, ces patients-là, comme je disais tantôt, ont de la difficulté à s'alimenter, l'estomac est paresseux, donc on leur fait une jéjunostomie pour les gaver en attendant qu'ils puissent manger adéquatement par eux-mêmes. La reconstruction, bon, c'est purement technique, mais en fait, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de façons de connecter les choses. Donc, au niveau du pancréas, on peut le faire comme bout à bout, dans le côté, un petit trou, un gros trou. Chacun à sa façon. La conclusion la plus importante, c'est que c'est tout pareil. L'important, c'est de faire quelque chose qu'on est confortable. Puis, il y a un paquet d'études qui ont été faites. Puis, chaque fois, celui qui aime mieux faire une technique va montrer que c'est mieux que l'autre. Mais en bout de ligne, l'important, c'est d'être confortable avec ce qu'on fait. La voie biliaire, bon, il n'y a pas beaucoup de mystère. Il y a juste une façon à peu près de la connecter. Puis, l'estomac, la même chose. Il y a différentes façons d'amener l'intestin. Il y en a qui vont le mettre, ils enlèvent l'estomac, il y en a qui n'enlèvent pas. Il y en a qui le mettent en avant, il y en a qui le mettent en arrière. N'importe quoi. Mais c'est purement technique. Puis l'important, c'est d'être confortable avec ce qu'on fait.